Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire présenté par la Ville de Montréal et qui a pour sujet « Ces femmes qui changent le visage de Montréal ». Mon nom est Dorothée Roux, je suis présidente fondatrice de l'organisme Audace au féminin. Alors, il est important de noter que la contribution des immigrantes au développement économique ne se mesure pas uniquement à leur capacité à occuper de nombreux postes à pourvoir, mais aussi à participer activement à la création de richesses en devenant entrepreneurs. Lorsqu'il s'agit des entreprises détenues par ou dirigées par des femmes québécoises issues de la diversité, on les imagine souvent comme des micro-entreprises offrant des services de proximité, par exemple des dépanneurs, restaurants, épiciers du coin, et rarement comme des PME manufacturières exportatrices, créatrices d'emplois et de richesses. Et pourtant, bon nombre d'entre elles jouent un rôle majeur dans les secteurs clés de l'économie. La soif de réussite en affaires et la persévérance dont font preuve les entrepreneurs de la diversité sont impressionnantes. Pour qu'elles puissent aller au bout de leurs idées, nous nous devons de les aider à faire face à des défis propres aux entrepreneurs immigrantes et même autochtones, soit de briser l'isolement et d'intégrer des réseaux d'affaires pertinents. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mes invités. Et autour de cette table, j'ai trois magnifiques entrepreneurs. Et comme on est habitué de faire des pitchs de vente, Julie, peux-tu nous dire en moins d'une minute qui tu es, ce que tu fais, puis voilà. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Kwai, tout le monde. En fait, moi, je suis Julie Aubum-Sawin. Je suis cofondatrice, présidente et productrice chez Kasewe Media. Kasewe en Abénaki, ça veut dire ensemble. Donc, c'est important de comprendre ça d'abord. Le but de Kasewe, c'est de partager une image des Premières Nations et de refaire les références. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est d'ouvrir une fenêtre, de rendre accessible à tout le monde à travers la télé chez eux des productions autochtones pour que les gens nous connaissent mieux. OK. Et de ton côté, Swad? Je dirais, mon entreprise systémique, elle a une mission très, très précise, c'est d'aider les entreprises à aller à l'international. Sachant qu'on vit dans un monde où, bien sûr, vivant en Amérique du Nord, souvent les exportations et les gens qui pensent à l'international pensent aux États-Unis. Aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis, c'est pas une finalité dans la mesure où ce n'est pas assez et les circonstances économiques nous ont démontré la faiblesse de cette orientation unique. Et il faut bien se diversifier et aller à l'international. Donc, on se donne comme mission d'être des catalyseurs pour une internationalisation des entreprises, d'aller à l'international par rapport à la recherche de leur marché, mais particulièrement par rapport à leur capacité de production et par rapport à se créer un environnement de manière à ce qu'ils puissent aller chercher un meilleur marché, un plus grand marché à l'international avec une productivité, une compétitivité plutôt qui est reliée à toutes les possibilités qu'il y a à l'international. Donc, il y a une double, on va dire, le fait en tant qu'industriel, par exemple, de dire que je vais aller à l'international, particulièrement pour les PME, c'est compliqué, mais d'avoir une équipe comme la nôtre que j'ose dire, entre guillemets, plug and play, qui permet à une entreprise à aller à l'international, pour nous, on est fiers de pouvoir le faire et on a aidé énormément d'entreprises à le faire de façon avec beaucoup de succès, au fait. Et rapidement, Swad, systémique. J'aime beaucoup comment ça s'écrit, systémique. Peux-tu juste nous dire rapidement pourquoi et d'où ce nom vous a été inspiré? Ce nom, c'est un nom qui, en point de vue linguistique, c'est un mot qui m'est cher parce que depuis toujours, je trouve que en travaillant dans des grandes organisations en particulier, on trouve que tout le monde travaille en silo. Il y a tellement de pertes de productivité, tellement de pertes de travail d'équipe, tellement de retard qui se fait parce que les gens travaillent en silo. Donc, l'idée de réfléchir de façon systémique, de travailler de façon systémique et de faire tout de façon systémique rend la chose différente parce que c'est là où on a du succès parce que faire des choses en petits silos, le résultat n'y est pas. Donc, le mot a été, pour moi, il était cher
Mais en plus, une fois que j'ai décidé en 2015 de créer ma propre compagnie et de démarrer Systémique, je me suis dit pour que ça puisse vraiment parler d'une valeur qui m'est importante, il a fallu que ça apparaisse dans le nom de l'entreprise et de la est né Systémique. Merci, Swad. Et toi, Julie, Shirley plutôt, parle-nous un peu de qui tu es. Qu'est-ce que c'est les aliments Plantago? Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis présidente fondatrice des aliments Plantago. Alors, nous, on transforme les légumes exotiques tels que la banane plantain et le manioc sous forme de frites. Dans le but de les rendre plus accessibles. Bien souvent, dans les épiceries, les gens regardent ces légumes-là et se demandent comment les apprêter, comment les intégrer dans leur alimentation. Et je me suis dit, ben pourquoi ne pas les offrir afin de les rendre plus accessibles? Parce qu'ils ont des apports pour la santé assez intéressants. Donc voilà, nos légumes se retrouvent dans certains magasins dans la section des produits congelés, dans plusieurs magasins sur l'île de Montréal. Merci beaucoup, Shirley. Alors, comme je le mentionnais, je suis à la tête de l'organisme Audace au féminin et notre mission à nous, c'est vraiment mettre de l'avant les femmes noires dans tous les secteurs. Et la prochaine question, je vais me permettre aussi même d'y répondre, c'est comment vos entreprises ont su contribuer au changement du visage de Montréal. Dans notre cas, par exemple, bien, nous, on prône beaucoup ces femmes noires entrepreneurs et ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait cette absence, cette diversité, elle était présente, mais les femmes noires entrepreneurs ne faisaient pas partie prenante de l'écosystème entrepreneurial québécois. Donc, on a vraiment poussé dans ce sens-là pour qu'elles s'intègrent à l'écosystème entrepreneurial québécois. Mais Julie, si je pense à toi avec ton entreprise Cassiwi Média, comment vous avez pu changer le visage de Montréal? Je pense que c'est intéressant parce que je reprends le fait que Cassiwi, ça veut dire ensemble. Je pense qu'on fait jamais rien tout seul. Je pense que si on veut changer les choses, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue puis qu'on travaille ensemble. Comme je suis une compagnie autochtone, comme je suis à la tête d'une compagnie autochtone, il faut faire les référents. Souvent, les gens ont une image très passéiste de ce que c'est être autochtone qui est figé dans le passé. Puis c'est important que les gens comprennent qu'est-ce que c'est être autochtone aujourd'hui avec les valeurs traditionnelles aussi, mais aussi avec le fait qu'il y a quand même une population autochtone de plus de 50% des gens qui choisissent pour le travail ou pour des raisons personnelles d'aller vivre plus proche de grands centres. Donc, la réalité autochtone, il n'y en a pas seulement une, elle est multiple et il faut aussi l'actualiser. Et je pense que quand on essaie de faire avancer les choses ensemble, quand on se connaît mieux, ben on réussit mieux à le faire parce que s'il faut qu'on travaille en groupe pour réussir à changer la vision que les gens ont de la diversité, même si c'est un mot qui est un peu fourre-tout, là, il reste quand même que c'est intéressant de dire c'est excessivement riche ce qui est différent et ce que les gens connaissent moins, mais pour qu'on puisse leur donner accès, il faut leur donner des référents aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, de par nos productions télévisuelles, cinématographiques, on essaie de véhiculer une image très positive et très actuelle 2020 de ce que c'est être autochtone aujourd'hui. Merci. Et de ton côté, Shirley, est-ce que d'arriver avec des plantains, des aliments peu habituels dans la cuisine québécoise, est-ce que c'est ça qui a contribué au changement du visage de Montréal? Moi, je pense que oui, parce que les gens, je me dis, il y a 10, 15, 20 ans, peut-être que ce serait pas, c'est pas le genre d'aliment qu'on retrouverait sur nos tablettes, mais avec la diversité qu'on retrouve à Montréal, les Québécois sont beaucoup plus ouverts à toutes sortes de cuisines. Les Québécois voyagent beaucoup, très, très curieux. Alors, pourquoi pas leur offrir ces produits-là pour qu'ils puissent amener une diversité au niveau de leur alimentation, parce que la diversité, on la retrouve partout à Montréal. Donc, on la retrouve beaucoup dans la restauration, mais je remarque qu'on la retrouve très peu au niveau de l'agroalimentaire. Donc, il y a de la place encore pour nous qui sommes issus de la diversité d'apporter cette richesse au niveau du secteur agroalimentaire. Et je pense qu'avec les aliments de Plantago, c'est un début. Et voilà. Donc, je pense que ça amène une différence sur les tablettes. Ça amène les produits sont différents et ça amène une richesse dans nos plats. Ça amène une richesse, tout à fait, oui. Et Swad avec Systémique.
Avec systémique, au fait, j'aime bien utiliser une expression qui exprime un peu l'état d'âme dans lequel j'étais quand j'ai créé systémique. Dans le fond, rapidement, moi j'étais dans l'équipe Bombardier pendant 15 ans. J'ai fait partie de l'équipe exécutive senior de Bombardier et je m'occupais du continent africain pour la stratégie et développement des affaires. Et durant cette aventure-là, j'avais au fait fait un gros projet international pour Bombardier au Maroc, d'une construction d'usine qui était, on va dire, un beau succès, important, pas un petit projet, un gros projet. Et en réalité, ce que j'ai trouvé, c'est que, par exemple, une grosse compagnie comme Bombardier ou une multinationale, elle a la possibilité d'avoir une équipe à l'interne avec des gens qui ont des expertises, des expertises de stratégie, des expertises de choses que souvent on trouve que ça n'existe pas dans les PME. Et l'idée de créer systémique est en fin de compte une certaine démocratisation de cette expertise parce que au lieu de rester chez Bombardier et de dire bon, peut-être que j'aurai un gros projet dans le futur et je serai en attente et j'étais arrivée à un niveau où je me disais avoir livré un si gros projet qui a duré des années sur lequel j'ai travaillé puis que j'ai eu du plaisir à faire et de livrer. Je pensais pas que c'était opportun de rester à l'interne et d'attendre peut-être pour un autre gros projet. Et de là est venue l'idée de dire bon, c'est peut-être le temps que cette expertise-là ne reste pas à l'intérieur d'une entreprise et de la démocratiser. Et je pense que le temps sur les 5 dernières années m'a donné raison. Ainsi que mon équipe, parce que finalement, aujourd'hui, on s'est rendu compte avec le nombre de compagnies qu'on a aidé à aller à l'international, ça veut dire qu'effectivement, il y avait un besoin, c'était pas juste dans ma tête, mais le besoin est là. Et je parle bien de démocratisation d'un besoin parce qu'en général, une PME, elle est là, elle est occupée avec ses opérations, elle est occupée avec son quotidien. Elle n'a pas les moyens d'avoir une équipe à l'interne qui fait de la stratégie puis qui pense au développement international. Il y en a qui ont les moyens, il y en a qui en ont moins. Mais l'idée d'avoir une équipe externe qui agit en plug and play et puis qui peut catalyser, puis structurer, puis amener une entreprise à l'international clé en main, pour moi, c'est quelque chose qui me parlait moi en tant que service. Mais aujourd'hui, la preuve, c'est que nos clients sont hyper satisfaits parce que on les aide d'une entreprise qui n'est pas capable de penser qu'elle a les capacités d'aller à l'international à une entreprise qui existe avec un footprint à l'international, que ce soit industriel ou autre. Et c'est ça le cœur de la mission même de Systémique. Merci, Swad. Écoutez, je vous écoute, tout est beau, ça semble parfait, mais on s'entend puis on le sait. La réalité d'un entrepreneur est parsemée d'obstacles. Shirley, quels sont les défis que tu as su rencontrer dans ce parcours-là? Justement, avant de faire changer le visage de Montréal, et puis c'est pas encore terminé, mais je suis sûre que tu as vécu des défis quand même assez éprouvants. Oui, c'est sûr que quand on a une entreprise, on est appelé à croître et on est là pour ça quand on a une entreprise. Puis présentement, je sous-loue un local, puis pour pouvoir produire mes produits. Et je suis rendue au point où je dois avoir mon propre local pour pouvoir croître davantage. Et depuis 1 an et demi, ça a été extrêmement difficile de trouver un local. Ça fait 1 an et demi que j'étais à la recherche d'un local pour pouvoir justement grossir. Et puis, c'est sûr qu'il y a c'est très difficile au niveau agroalimentaire parce qu'il y a beaucoup de normes. Puis, pour une petite entreprise comme moi, c'est pas toujours évident. Mais je me suis rendu compte aussi que non seulement il y a toutes les normes de la ville de Montréal qui nous sont exigées, puis qui sont tout à fait, je veux dire, c'est normal qu'ils nous demandent toutes ces normes-là. Mais je me suis rendu compte que en plus de ça, mais le fait d'être une entrepreneur femme noire, ça n'a pas été évident aussi de trouver un local parce que tout simplement, j'ai dû vivre ça à 3 reprises où les propriétaires sont pas toujours très chauds à nous louer des locaux. Sous prétexte que on n'est pas sérieux, sous prétexte que est-ce qu'on va être en mesure de payer. Alors ça a été un défi, ça n'a pas été facile du tout.
Je pense que c'est un des plus grands défis que j'ai vécu dernièrement. Je pensais jamais qu'une chose comme ça m'arriverait, mais effectivement, je l'ai vécu. C'est pas gagné d'avance de trouver un local quand on est issu de la diversité, quand on est un entrepreneur issu de la diversité. Donc, les mêmes problématiques que certaines personnes issues des minorités visibles vivent quand ils se cherchent un logement, Oui, on le retrouve même aussi en tant qu'entrepreneur où on oui. se heurte au racisme. Tout à fait, tout à fait. C'est comme si mais c'est arrivé au moins 3 fois, donc pour moi, je trouve que c'est quand même énorme. Donc, donc tout à fait, c'est comme tu viens de comme tu viens de le dire, Dorothée, oui, certains l'ont vécu lorsqu'ils sont à la recherche d'un logement, mais je me suis rendu compte que c'est très présent aussi pour la recherche d'un local. Donc, ça n'a pas été évident. Et Julie, en tant qu'Autochtone, on est chez toi. Est-ce que tu as vécu des difficultés en tant qu'entrepreneur autochtone? Ben, je dirais que souvent, on essaye de nous mettre dans une catégorie, là. C'est ça qui est un peu problématique systématiquement parce que moi, mon premier client, comme on fait de la production télévisuelle puis cinématographique, là, on fait vraiment des productions où nos premiers clients sont les diffuseurs. Il faut que le projet, on aille le présenter au diffuseur et que le diffuseur soit intéressé à acheter le projet. Souvent, puis il faut trouver une manière de le financer. Donc, d'abord, du côté des diffuseurs, c'est déjà arrivé que quelqu'un, moi, m'a dit ah, c'est intéressant, mais j'ai pas d'enveloppe autochtone pour faire ton projet. Ben, j'ai dit, je suis assise ici parce que je suis autochtone, je suis assise ici parce que le projet, il est intéressant puis il est pertinent pour tout le monde. Fait qu'il y a encore un peu ça, je dirais, là, qui existe parce qu'on cherche souvent à nous mettre dans des catégories. Je pense qu'on va avoir avancé beaucoup dans la vie quand il va y avoir une représentation autochtone, et bien sûr, pas juste autochtone, là, de toute une diversité, mais dans les émissions au complet, dans l'ensemble des choses. Présentement, il y a des catégories qui existent, puis ça, je trouve que c'est une lame à double tranchant parce que ça crée des excuses des fois quand on dit « Ah, mais on n'en fait pas de projet comme ça, on n'est pas financé comme ça ». J'estime que ce n'est pas la responsabilité unique d'un diffuseur autochtone de diffuser des contenus autochtones. Ça concerne tout le monde parce que ça fait partie de la société. Oui. Et Swad, c'était intéressant parce qu'on a pu échanger ensemble. Toi, de ton côté, tu es une femme, tu es d'origine marocaine et donc qui évidemment fait partie de la communauté arabophone. Il y a toute cette identité aussi culturelle, religieuse associée à ça. Exactement. Malgré tout ça, ton obstacle à toi, ton défi, ça n'a pas été tant sur le point ethnoculturel. C'est plus, en fait, je te laisse dire. C'est plus la femme dans un milieu d'hommes. C'est le fait que je sois une femme dans le milieu d'aéronautique. Vu que le gros de ma carrière est en aéronautique, c'est clair qu'au démarrage, c'était compliqué. C'était compliqué de prendre sa place. C'était compliqué il a fallu vraiment, même moi personnellement, il m'a fallu me construire ma confiance en ayant des succès, en réalisant des succès, puis en regardant ces succès comme une boîte que j'ouvre et que je dis, bon, en les regardant, je dis, bon, j'ai réalisé quelque chose, donc je me donnais confiance en moi-même. Donc, ça, c'était qui était je dirais, dans le cheminement le plus dur. Mais une fois qu'on se construit cette confiance-là, avec des choses concrètes, bah, après, on se taille une place. Donc, dans le fond, on se taille une place à coup de succès, avec des réalisations concrètes. Et après, ça finit par les gens nous respectent, mais il faut quand même passer à travers le processus qui n'est pas toujours facile et par moments douloureux. C'est bien ce que tu dis, Soit parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui nous écoutent actuellement puis qui sont souvent seules dans leur milieu. Et donc, je suis sûre que ton parcours va pouvoir aussi les inspirer. Mais suite à ce que vous avez vécu, quels conseils donneriez-vous? Par exemple, Shirley, toi qui as vécu ces obstacles-là par rapport à se heurter au racisme, par exemple, au niveau de la recherche de local, qu'est-ce que tu dirais à une entrepreneure, une femme afrodescendante? Quels conseils tu lui donnerais? Mais il faut surtout pas abandonner. C'est sûr que moi, je m'en suis rendu un peu tard dans mon parcours, en fait, dans mon parcours de recherche de local. Quand je me suis assise à un moment donné, puis je me suis dit, ben attends une minute, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, j'ai fait comme un retour avec les conversations que j'ai eues avec les différents propriétaires de local, et c'est là que je me suis rendu compte que non, ça fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Mais ce que je dirais comme conseil, c'est de surtout ne pas abandonner et de pas s'attarder à pour moi, c'est un détail.
c'est un détail parce que si on est passionné par ce qu'on fait, donc on continue, on regarde vers l'avant, puis on finit toujours par rencontrer des gens qui sont très accueillants, qui sont très compréhensifs et qui veulent nous aider. Donc, Est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que c'est important aussi d'avoir des alliés, des partenaires aux affaires qui sont autres de notre communauté culturelle? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on est appelé, de toute façon, on est appelé à travailler avec tout le monde. Alors, tout à fait, il faut aller chercher des partenaires, il faut aller chercher des alliés, il faut se créer un réseau. Très important d'avoir un réseau, extrêmement important d'avoir un réseau. On peut pas être entrepreneur et fonctionner seul. C'est complètement impossible de fonctionner seul. Donc, même moi qui suis à la tête de l'entreprise, je suis l'unique à la tête de l'entreprise, mais je travaille pas seule. Je veux dire, je suis entourée de plein de personnes et c'est tous ces gens-là qui m'aident à aller vers l'avant. Sans ces personnes-là, ben l'entreprise pourrait pas fonctionner. Donc, c'est très important d'avoir un réseau et c'est très important de continuer d'aller vers l'avant et de pas s'attarder à ces embûches-là qu'on va rencontrer sur notre chemin, parce que oui, on va en rencontrer, mais il faut faire face. Et Julie, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs comme conseil? Ben, je dirais, il faut être passionné, puis souvent, ben, il faut prendre un pas de recul, puis regarder cette petite flamme-là qui nous permet de se lever à chaque matin, malgré la complexité de tout ce qu'on vit, malgré tous les défis qu'on relève. Il faut garder son énergie, puis comme un peu dans le même ordre de ce que Shirley disait, il faut s'entourer pour être capable de tenir le coup à long terme, parce que le but de chaque compagnie, c'est de perdurer pour être capable que son message soit porté, soit là, soit présent. Donc, il faut savoir s'entourer. Puis il faut savoir s'occuper de soi. C'est un défi quotidien. Tout à fait. S'occuper de soi, c'est important, ça. C'est un volet qu'on parle de plus en plus chez les entrepreneurs, la santé mentale des entrepreneurs. Soit je dirais que ce que Shirley et Julie viennent de dire, j'aimerais rebondir là-dessus parce que je pense que ce qu'elles ont dit, c'est vraiment une base importante. Puis moi, j'aimerais partager quand même un truc parce que je dis de façon générale, la façon que j'essaie de ne pas m'attarder aux choses négatives, de ne pas m'attarder. Donc, je réfléchis, je me crée un état d'âme. Quand je suis en affaires, j'ai un état d'âme. Cet état d'âme, il est au moins vêtu de trois choses qui sont importantes. Point de vue sexe, mais je suis asexuée. Je ne suis ni homme ni femme. Je suis l'entrepreneur. Point. Donc, je réfléchis pas. Je laisse pas ces idées dans la tête. Point de vue religion, la même chose. Je me dis, je suis athée. Ma religion n'a pas de place en affaires. Donc, quand je fais des affaires, la religion n'a pas de place. Pour ce qui est de citoyenneté, Julie tout à l'heure en parlait aussi en termes de citoyenneté. Oui, c'est vrai que on se sent ceci ou cela, mais en affaires, on est citoyen du monde. On fait des affaires à l'international, on rencontre des gens, mais on n'a pas besoin. On est citoyen du monde dans la mesure où on embrasse l'ensemble des cultures une fois qu'on interagit avec, mais on laisse pas les différences être des turbulences, je dirais même pas turbulences, mais plus des éléments qui sont dans nos têtes qui peuvent créer de l'interférence. Donc, il faut abattre ces interférences-là, les enlever et être dans un état d'âme qui est plutôt apaisé par rapport à ces éléments-là. Donc, ça nous rend plus performants, ça nous rend égal à égal avec notre interlocuteur. Bien sûr, il ne faut pas nier notre richesse culturelle. Et en parlant d'état d'âme, j'ajouterais que chacun de nous a un supplément d'âme par rapport à la culture qu'il porte, que ce soit Julie avec sa richesse culturelle autochtone, que ce soit Shirley, que ce soit moi. On a chacune une richesse culturelle qu'on peut amener en supplément d'âme, qu'on peut partager. Ça devient une richesse. Donc, j'ai au contraire le sentiment quand je suis dans un état d'âme comme ça, comme quoi que j'ai quelque chose de plus à partager. Donc, dans ma tête, je suis plus intéressante. Donc, je devrais être dans un meilleur état d'âme. Donc, c'est mon truc à moi dans ma tête et ça marche. Donc, je le partage. Excellent, excellent. Écoutez, il nous reste déjà peu de temps et vous savez, ce panel-là nous est présenté par la Ville de Montréal. Alors, quoi de plus normal de terminer sur... En fait, j'aimerais savoir en peut-être moins de 3 mots,
Montréal, qu'est-ce que c'est pour vous? Julie, hein, comme on dit, rendons à César ce qui est à César. Hein, nous sommes sur tes terres. Donc, Montréal, qu'est-ce que c'est pour toi? Montréal, c'est de la diversité, c'est de la méconnaissance, mais en même temps, c'est de l'ouverture. Parfait. Shirley, 3 mots. Moi, 3 mots, c'est la diversité, c'est, je dirais la beauté parce que j'adore Montréal. Montréal est une très belle ville. Et puis, ce sont les gens qui demeurent, les gens, l'accueil des gens, le sourire des gens. C'est tout simplement parce que moi, j'adore ma ville. Alors, voilà. Parfait. Swad. C'est dur d'écrire Montréal en 3 mots, mais je dirais. C'est vrai, c'est pas facile. C'est très dur, c'est une colle, ouais, effectivement. C'est vrai, c'est pas facile. Donc, à la base, Montréal, pour moi, c'est une ville que j'ai choisie avant même d'y mettre les pieds. Ça c'est une réalité, parce qu'il y avait des amis qui m'ont parlé de Montréal, donc une métropole qui vit en français en Amérique du Nord. Donc, pour moi, c'était comme le summum du mix qui rejoint mes valeurs et mes choix. Et je suis venue étudiante ici et je suis tombée amoureuse de Montréal. Après une année, j'étais faite, je savais que j'allais vivre à Montréal. Donc, pour moi, c'est ma ville, c'est mon chez-moi que j'ai choisi dans les valeurs, sont à l'image de mes valeurs. Donc, je suis en totale harmonie avec ma ville. Voilà. Parfait, parfait. Ben, écoutez, moi, je me permets de vous dire aussi que pour moi, Montréal, c'est la plus belle ville du monde. Belle ville. Oui, puis ça rejoint ce que vous dites, la diversité, mais pas seulement ça aussi, c'est que nous, par exemple, qui organisons le Salon international de la femme noire, on a décidé de le faire uniquement à Montréal, bien qu'on ait eu des propositions de faire cet événement-là un peu partout au Canada. Mais pourquoi? Parce que Montréal, c'est la seule ville qui nous permet d'avoir cette richesse aussi linguistique, donc de présenter des événements autant en français qu'en anglais. Et notre vision à Audace au féminin, c'est vraiment de faire de Montréal la Mecque des femmes noires. Donc, éventuellement, quand toute cette période de pandémie va être terminée, mais que tout ce beau monde-là vienne ici à Montréal. Alors, moi, je viens de vous dire un peu c'est quoi notre vision, c'est quoi notre projet futur, mais de votre côté, soit quel est le projet futur de Systémique? Le projet futur de Systémique a connu naissance durant la pandémie, au fait, durant le confinement, parce que durant le confinement, on a eu bien sûr une longue période de réflexion tous ensemble. Hein. On a tous fait du pain, on a tous pris le temps de réfléchir profondément, mais à un moment donné, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ce temps-là, mais particulièrement du fait que en réfléchissant à notre stratégie et de dire, bon, en termes de plan d'affaires, qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout dire qu'est-ce qu'on avait envie de faire avant qu'on n'avait pas le temps de faire. Et pour faire une histoire très, très courte, dans l'exercice d'amener une entreprise à l'international, on fait un diagnostic pour permettre la croissance, mais dans le temps, notre focus était juste pour la croissance à l'international. Aujourd'hui, on a profité de la période du confinement pour créer une nouvelle offre de service qui permet au fait d'aider la croissance de façon innovante, mais au niveau national aussi. Donc, pour les PME, aussi, c'est une situation niche dans la mesure où aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour les PME, l'offre telle qu'on l'a bâtie, elle n'existe pas. Elle existe pour un niveau plus important en termes de chiffre d'affaires, mais de la façon innovante qu'on l'a fait pour créer de la croissance et de créer la base nécessaire dans une entreprise pour justement évoluer et de passer les entreprises, par exemple, dans la chaîne de valeur de tier 3 à tier 3 à tier 2 à tier 1, donc leur permettre cette croissance-là. On est fiers d'avoir développé ça en 3 mois avec notre équipe et des collaborateurs externes, d'anciens collègues, au fait, qui se sont joints à nous parce qu'ils étaient libres durant le confinement. Et c'était très intéressant de développer ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a déjà un premier client auquel on est en train de livrer l'exercice final. Donc, on est fiers de ça parce que finalement, c'est une bonification de notre offre de service et de dire au lieu juste de focaliser sur l'international, donc on va démocratiser, encore une fois, l'offre de service de manière à ce que les PME qui n'ont pas la possibilité d'avoir une offre destinée à leur taille
puissent en bénéficier. Merci Voilà. beaucoup, Swad. Shirley, Julie, rapidement, déjà il nous reste peu de secondes. C'est quoi vos plans futurs? Est-ce qu'on vous comptez élargir les produits au niveau des aliments Plantago? Cassio Media, c'est d'avoir une chaîne bientôt ou bien des documentaires sur Netflix. Alors rapidement, quels sont vos projets à venir? Shirley, Ben, c'est sûr que nous, on veut développer, justement, la pandémie nous permet de penser à d'autres produits, tout à fait. On veut élargir la gamme, et c'est sûr que notre projet, c'est de couvrir le Canada en entier. Merci, Julie. Ben, c'est sûr qu'on va reprendre nos activités parce que tourner très loin dans les communautés autochtones présentement, qui sont pour la plupart isolées, c'est complexe, là. Mais fait qu'on pourra reprendre nos activités. Mais surtout, éventuellement, moi, mon idéal, c'est de pouvoir espérer voir cette diversité-là et la diversité aussi que forment les Autochtones à travers différents projets, peu importe quels qu'ils sont, même si ce n'est pas des boîtes de production autochtones qui les mènent. C'est ça mon but pour le futur, je dirais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci à tous ceux et celles qui nous Merci. écoutent et particulièrement à la Ville de Montréal qui, grâce à elle, nous a permis d'avoir ce panel sur ces femmes entrepreneurs qui changent le visage de Montréal. Merci et à bientôt.